Jean-Marie Le Guen, bonjour. Bonjour, je suis très impressionné à la fois par l'intervention qui vient d'être faite et puis pour être là cette semaine entre Rosh Hashanah et aujourd'hui Kippour, voilà, Shana Tova. Eh bien, bienvenue à vous. Alors, pour ceux qui arrivent au travail ce matin et qui sont soignants, l'ambiance est moins détendue qu'avec Judith parce qu'ils doivent justifier au moins d'une dose de vaccin. Sinon, ils ne prennent pas leur poste. Est-ce que cette obligation vaccinale vous semble légitime ? Elle est légitime, elle est franchement très substantielle à ce qui est l'acte de soin. Il faut voir que c'est pas tellement, ou c'est pas seulement quelque chose qui vient d'une décision gouvernementale, c'est quand même quelque chose qui est très largement ressenti et pensé par la communauté soignante. J'entends bien qu'il y a des gens qui sont réticents, je le sais, voire opposés, mais en réalité, les autres sont aussi en général extraordinairement convaincus, à la fois au plan scientifique, mais j'allais dire dans la pratique, dans l'éthique de soins, de la nécessité de cette vaccination. Pour protéger les autres. Oui, voilà, et puis pour adhérer à une idéologie qui est, à une idéologie, en tout cas une attitude qui est celle du progrès, du respect de l'autre, etc. C'est à la fois une éthique, si vous voulez, scientifique, et dans le rapport aux soins. Donc c'est quand même très substantiel. C'est pas une décision administrative. On veut nous faire croire dans cette communauté-là. Je dis pas qu'au plan national il n'y a pas de, oui. Mais dans la communauté soignante, la très grande majorité des soignants portent cette mesure comme étant une dimension éthique très identitaire du métier. 10% des soignants refusent d'être vaccinés. Alors pourquoi autant de récalcitrants ? Est-ce que c'est les progrès d'un certain obscurantisme ? On ne croit plus à la science ? Est-ce que c'est la volonté d'ennuyer soit le directeur de l'hôpital, soit Emmanuel Macron ? Qu'est-ce qui justifie qu'1 sur 10 disent non, moi je ne veux pas me faire vacciner ? Il y a un peu ce que vous dites. Je pense que il y a aussi un vrai constat qui doit être fait, c'est que on a donné à la plupart des soignants, je parle notamment, on sait que cette réticence est beaucoup plus forte chez les personnels, les aides-soignants, etc. Je ne parle pas des personnels de l'hôpital qui sont dans l'administration, etc., ce qui est un autre sujet, qui ont peut-être moins ce rapport aux soins que peuvent l'avoir les équipes soignantes, y compris les aides-soignantes, etc. Et là, je pense qu'il y a plein d'explications, vous avez commencé à en donner, mais il y a quelque chose qui interpelle, c'est que je trouve que vraisemblablement, on a sous-estimé le besoin de formation de nature scientifique des équipes soignantes. Enfin, moi, j'y vois cet aspect particulier. Je dis pas que ça explique tout, mais... Ils appliquent des gestes, mais ils n'ont pas la philosophie derrière. Il y a une technicité derrière. très grande. Pour être infirmière, par exemple, vous avez des gestes techniques très complexes et des protocoles qui sont appliqués et qui sont appris, donc. Mais il n'y a pas cette réflexion peut-être de nature plus scientifique que simplement technique. Et donc, ça interpelle aussi sur la nécessité d'élever le niveau scientifique de la population en général, au passage, mais en l'occurrence des soignants, évidemment, c'est plus important. Est-ce que l'hôpital peut fonctionner avec 10% d'absents ? Je crois que l'hôpital a l'habitude maintenant de fonctionner en tension, malheureusement. Je pense qu'il y aura les solutions qui vont se faire, et je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont effectivement se mettre en situation d'être dans le pass sanitaire. Après avoir résisté, ils vont céder maintenant. Je pense que le 16 octobre, ils seront démis de leur poste, ils seront suspendus. Oui, mais il y a... Je ne veux pas être inutilement agressif, mais il y a une interrogation aussi parfois sur la qualité des soignants et des gens qui sont à ce point réticents et incapables de dialogue avec leurs collègues. Ça pose le problème du recrutement et de la formation. Voilà. Autre dossier, Emmanuel Macron hier a parlé sécurité. Il a promis de doubler sur 10 ans la présence des policiers et des gendarmes sur la voie publique. Est-ce que l'objectif vous semble accessible et nécessaire ? Écoutez, je sais pas, la vision des chiffres, je l'ai pas. On pourrait dire qu'on comprend bien pourquoi et comment il en vient à faire des états généraux des policiers, à rendre et à prendre un certain nombre de mesures, ne serait-ce que parce que ces catégories de fonctionnaires ont été particulièrement sollicitées de façon très ingrate et violentées, injuste parfois. Et violentées, absolument. Et là-dessus, il faut réagir. Bon, je fais la part aussi de ce qui sont des annonces qui sont là pour ronfler. C'est un candidat que nous avons entendu hier. On ne peut pas évacuer du tout. Il est à la fois le responsable pour tirer un certain nombre de choses. Il était nécessaire de parler aux policiers et il est nécessaire vraisemblablement
j'allais dire de leur donner sûrement des moyens supplémentaires. Je ne suis pas un technicien de la chose et je veux bien le croire. Mais il y a aussi, il faut se ressaisir au plan de la population d'une façon générale pour arrêter ce type d'attitude trop fréquemment rapportée de doute et même d'agressivité vis-à-vis de la police. Il faut que ça change. C'est pas possible que notre pays... Moi, vous savez, en tant que parlementaire, j'étais assez réticent à mettre des peines supplémentaires par rapport aux attaques dont sont victimes, par exemple, les policiers. J'allais vous dire pourquoi les policiers, pourquoi pas les médecins aux urgences, etc., etc. Bon, c'était plutôt ma position. Je veux dire que j'ai un peu évolué sur le sujet parce que je pense que quand on voit qu'une société n'a plus de limites, enfin une société, une partie de la société n'a plus de limites vis-à-vis du représentant de la force de l'ordre, c'est toute la République qui est en cause et je pense qu'il est nécessaire donc de renforcer la cohésion autour de la police et les moyens de la police. Et l'exemplarité de la police aussi, a dit Emmanuel Macron. Les rapports de l'IGPN, l'inspection générale et les bœufs-carottes seront rendus publics. Bonne idée ou ça va mettre le feu à l'opinion ? Oh, j'allais dire c'est un peu le minimum. J'ai trouvé aussi plutôt bien l'idée d'un contrôle parlementaire renforcé. Avec une instance dédiée. Voilà, je trouve ça plutôt bien parce que ça permet d'organiser le dialogue vraiment et aux policiers de ne pas se sentir isolés dans la société, et ce qui serait très mauvais à la fois parce que ça peut dériver sur des pratiques, sur un moral affecté, etc. Donc cette partie-là me paraît positive, oui. On a entendu dans un concert de rap à la Fête de l'Humain la semaine dernière, la reprise en chœur de « On déteste tous la police ». Est-ce qu'il y a un problème spécifique sur la gauche radicale ? Le policier, c'est l'ennemi. Oui, c'est une tradition anarchisante, c'est vrai. Il y a une dérive qui est de plus en plus forte, parce qu'à un moment, on pourra toujours dire qu'en mai 68, il y avait des slogans aussi qui étaient très anti-policiers. CRSSS, etc. Voilà. Et qui étaient objectivement totalement délirants. Bon, très bien. Mais... le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le fantasme et dans la littérature. On est dans le passage à l'acte. Et là, il faut vraiment mettre un coup d'arrêt, quoi. C'est les Black Blocs et c'est les violences dans les manifs. Voilà. La campagne commence à prendre son rythme de croisière. La surprise en ce moment, c'est la percée dans les sondages d'Éric Zemmour. 8% selon Elab, 10% selon Louis Harris. À quoi l'attribuez-vous ? Juste la popularité médiatique ou il y a un mouvement de fond ? Non, il y a plusieurs choses à mon avis. Premièrement, il y a une certaine forme d'usure du Rassemblement national et de la personnalité de Marine Le Pen qui ne répond plus. L'usure parce que c'est la troisième candidature, l'usure parce qu'elle ne semble pas avoir complètement franchi une étape supplémentaire de crédibilité pour dire les choses, malgré tous les efforts qui sont les siens. Et puis... c'est le second volet, sans doute encore plus inquiétant, c'est le problème d'une certaine forme de radicalité dans la radicalité. C'est-à-dire que Zemmour, qui est avant tout un idéologue, j'allais dire aussi un intellectuel, mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est fondé, loin de là, mais il pousse jusqu'au bout la cohérence d'une pensée et il revisite aussi un certain nombre de mythes de façon très problématique. Vous avez bien vu ce qu'il dit sur la problématique de Gaulle-Pétain et en l'occurrence sur le pétainisme. C'est une certaine forme de réhabilitation de Pétain. De révisionnisme. Et de révisionnisme, disons les choses comme elles sont. Mais d'un certain point de vue, c'est ce dont est porteur quelque part ce courant. C'est retrouver des racines qui est celle effectivement de l'extrême droite de la fin du 19e siècle. Et donc cette face Maurras, etc. Il dit tout haut ce qu'une partie de l'électorat d'extrême droite pense. Voilà, et puis de gens qui progressent dans cette radicalité. C'est-à-dire qu'on est malheureusement dans une période où la radicalité progresse dans tous les domaines. C'est vrai, on en parlait il y a quelques instants de l'extrême gauche, mais c'est évidemment vrai aussi de l'extrême droite. Donc dans cette période de progression des radicalités, Zemmour est un témoignage de cette aggravation. La gauche, elle, aucun candidat ne décolle. Est-ce qu'il faudra à tout prix trouver un accord entre le candidat ou la candidate socialiste, son homologue écologiste, pour avoir une chance d'exister ? Non, je ne crois pas qu'il y ait un accord possible et souhaitable. Je pense que le problème de la gauche, c'est qu'elle est capable de produire quelque chose au pays lorsque c'est la gauche de gouvernement, la gauche républicaine, la gauche en responsabilité, qui est le pivot de l'intégration des espoirs de la gauche
gauche à l'intérieur de la société. Et ce n'est pas le cas en ce moment. Non, parce que il y a eu des échecs d'une part, mais il y a aussi eu une volonté autodestructrice de la part de cette gauche socialiste qui a tourné le dos à tout un tas d'éléments de valeur, d'assumer son propre passé, y compris avec ses aspects négatifs, insuffisants, voire les erreurs, bien sûr, mais en tout cas en défendant cette tradition. Il y a eu une fuite en avant, une volonté d'effacement menée par la direction du Parti socialiste, et même par beaucoup de socialistes, qui ne croyaient plus en eux-mêmes, mais ça avait commencé depuis déjà un certain nombre d'années, notamment avec les frondeurs, qui étaient des éléments d'autodestruction du courant politique qu'ils prétendaient représenter. Et Anne Hidalgo peut remettre d'aplomb cette gauche réformiste ? Je pense que c'est quand même le premier signal qui est envoyé pour renaître en quelque sorte. C'est-à-dire que moi, ce que j'apprécie, en tout cas chez Hidalgo, c'est qu'elle a des positions très claires sur l'universalisme républicain, sur l'universalisme féministe. Ce sont des points où elle s'est affrontée avec une certaine gauche en pleine dérive, y compris au Conseil de Paris. Elle l'a fait, me semble-t-il, d'une façon courageuse. Et c'est des marqueurs essentiels pour la renaissance de la gauche, me semble-t-il. Et doubler le salaire des enseignants, c'est un marqueur peut-être excessif, là. C'est un marqueur fort. Elle se fait entendre. Si elle avait simplement dit remettre l'éducation au cœur d'un projet, je suis pas sûr qu'on en parlerait ce matin. Bon, après, on peut discuter à l'infini de savoir si c'est légitime, réaliste, etc. Bon, il faudra qu'elle précise, mais voilà. En tout cas, elle s'est fait entendre un peu sur ce sujet en remettant à l'ordre du jour autre chose que les thèmes de l'immigration, de la sécurité, etc. Donc, c'est pas totalement illégitime. Jean-Marie Le Guen, merci. Bonne journée. Merci à vous.